Je propose qu'on démarre. Et en logistique, on aime bien être à l'heure. Moi, j'aime bien être à l'heure aussi. Donc, on va essayer de s'y tenir. On va essayer de s'y tenir. Donc, je rappelle, avant de démarrer dans le dur, que on vous demande à tous de couper vos sons et caméras pour que ce soit plus facile à gérer. Que pour toutes les questions, on vous invite à rejoindre l'onglet Conversation. Et les questions, on va les traiter, on va les recevoir en live et on les traitera en fin de webinaire. On vous rappelle aussi que ce webinaire est enregistré, qu'il serait susceptible d'être diffusé, que si vous voulez accéder ou au replay et ou au PDF, il suffira de nous envoyer un mail sur notre mail contact@springproject.com. Voilà. Un bref mot d'introduction. Donc moi, je suis Fabien Esnou, je suis le fondateur de Spring Project. Pourquoi ce webinaire sur l'hydrogène? Parce qu'on parle énormément d'énergie renouvelable dans la supply chain, que l'hydrogène est un vrai sujet pour l'avenir, mais c'est un sujet extrêmement complexe. Et c'était intéressant, malgré le confinement, d'en parler aujourd'hui avec quelques experts et de faire un état des lieux là-dessus. Avant de rentrer dans le dur du sujet, j'aimerais faire des remerciements. Tout d'abord, j'aimerais remercier PTV et Marc Dalbar qui est en ligne en face de nous parce que, entre autres, Marc nous a énormément aidé à monter ce webinaire. Donc, un grand merci à toi, Marc. Ensuite, j'aimerais remercier Coralie et Émeric qui sont aux manettes pour Spring Project et en particulier Émeric, vu que c'est lui qui est à l'origine de ce webinaire et du thème. Évidemment, remercier nos intervenants, mais ça, je vous les présenterai tout à l'heure. Après, pour ceux qui ne connaissent pas Spring Project, je ne vais pas vous le présenter parce que je trouverais ça un peu pénible, mais on vous a fait une petite vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, maintenant que tout le monde sait ce que fait Spring Project, évidemment, comme vous avez pu le voir, il y a un certain nombre de sujets que l'on traite de façon collégiale, et le sujet de l'hydrogène est un de ces sujets que l'on traite chez Spring Project avec plusieurs de nos clients. On a aujourd'hui souhaité vous en parler avec 3 personnes. Le premier qui va intervenir, il s'appelle Frédéric de Laval, il est président d'Urbi, il se présentera juste après mon pitch d'introduction, mais il a un historique assez long au sein du groupe La Poste, à la direction technique du groupe, sur l'hydrogène, et j'ai découvert, à travers une discussion qu'on avait tous les deux il y a quelques semaines, une connaissance assez étonnante de cet univers ultra complexe. Donc c'est Frédéric qui introduira le débat avec nos intervenants. Le deuxième à intervenir, c'est Ariel Chameroy, qui est en charge tous les sujets RSE pour DB Schenker France, mais qui porte ce message au sein de DB Schenker Monde, et en particulier auprès des instances dirigeantes en Allemagne. Et enfin, le troisième intervenant qui sera plutôt sur les aspects immobiliers, c'est Marc Exposito. Il dirige le lab des GSE. Et GSE est un des premiers qui nous a d'ailleurs, nous, interrogés sur le sujet de l'hydrogène. Et si on est parti autour de ces réflexions en groupe, eh bien, c'est entre autres grâce à GSE. Donc d'ailleurs, merci à Marc et à la team GSE. Messieurs, je vous laisse la parole. Frédéric, à toi de prendre la main. Et merci à tous en tout cas d'intervenir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez et j'espère que le document que je partage avec vous est visible de tous. Je me présente, je m'appelle Frédéric Delaval, je suis président d'Urbi, fondateur d'Urbi, un opérateur de logistique urbaine dans les zones urbaines denses. Mais aujourd'hui, je viens vous parler d'un projet que nous avons initialisé il y a de cela quasiment une dizaine d'années sur en fait une vision que nous avions sur ce que pourrait être l'hydrogène. Et en fait, un projet qui se voulait être une forme de rencontre entre une intuition des besoins de l'avenir et puis un besoin de réalisation et de prouver que cette vision elle peut prendre des, comment dirais-je, des aspects pragmatiques. Alors,
7 ou 8 minutes pour vous décrire ce projet qui est en fait pour nous plutôt un retour d'expérience à la fois sur la construction du projet, sur ce qui a été fait et sur ce que nous avons pu en tirer. Ce projet a été initialisé à l'origine fin 2008, début 2009, lors d'un appel à projet européen pour lancer des réflexions et des démonstrateurs sur le développement dans le domaine de la logistique, de solutions innovantes utilisant des énergies nouvelles. Nous avons proposé avec un certain nombre d'acteurs que vous voyez là présentés, des acteurs universitaires, des industriels et d'autres spécialistes. Nous avons proposé un projet qui s'appelait H2 Mobipost, qui avait pour défi de tester des véhicules électriques fonctionnant grâce à l'hydrogène et avec une caractéristique assez forte, c'est que cette hydrogène ne devait pas être produite à l'extérieur du site, mais produite à partir de la conversion de l'énergie solaire en hydrogène sur le site même d'où opéraient les véhicules électriques. Donc, nous avons lancé ce projet et en 2010, nous avons eu des fonds de la communauté européenne pour financer 50% de ce projet. Ce projet, c'est un projet que nous avons à l'origine, avant de l'appeler Mobilites, on l'avait appelé un projet du soleil à la roue. Parce que y a beaucoup d'expressions qui disent de la terre à la roue, etc. Et nous, on s'est dit que c'était un moyen de caractériser notre philosophie. Ici, par l'animation centrale, vous voyez un petit peu toute l'infrastructure qui a été installée sur 2 sites, je dis bien, et je vais essayer de vous la décrire. Petit 1, des panneaux photovoltaïques installés en ombrière sur les parkings. Ces panneaux, ces cellules photovoltaïques ayant pour objectif de capter l'énergie solaire et de la transformer, bien sûr, en électricité. Ensuite, l'électricité solaire alimente directement un électrolyseur qui permet à partir d'eau pure d'obtenir des molécules d'hydrogène en les séparant de celles d'oxygène. Je ne ferai pas l'affront de recommencer l'expérience de 3e de l'électrolyse, mais c'est exactement cette expérience qui est industriellement répétée. Ensuite, chose très importante, c'est que pour pouvoir travailler, il faut toujours des stocks tampons et nous avons mis en place la possibilité de stocker sous forme gazeuse l'hydrogène. Attention, contrairement à ce qui est fait actuellement dans le domaine industriel, stocker l'hydrogène sous forte pression, nous n'avions pas la possibilité de le faire autrement que sous basse pression, ce qui, nous le verrons après, peut avoir des impacts sur la partie industrielle. Bien sûr, le véhicule spécifique, alors là, c'était des véhicules de facteurs, sont équipés eux-mêmes de réservoirs à très basse pression et d'une pile à combustible. Et bien sûr, ces véhicules étant, on le verra par la suite, je dirais, rechargés en direct par rapport à une infrastructure durant le temps où ils ne sont pas utilisés, c'est-à-dire la nuit. Ensuite, ces véhicules alimentés par hydrogène, bien sûr, on avait pour objectif d'alimenter un moteur électrique qui permettait directement aux facteurs de pouvoir faire ces tournées qui étaient comprises entre 27 et 37 km. Et bien sûr, en toute autonomie. Là, on voit en fait toute la vertu de ce modèle du soleil à la roue, où on produit, je dirais, de manière la plus vertueuse de l'énergie électrique, qui ensuite produit de l'hydrogène. L'hydrogène est stocké. Cette opération est très importante puisque on produit l'énergie électrique dans la journée et on peut la stocker pour la nuit pour charger les véhicules. Ainsi, on pouvait matérialiser la réflexion que nous avions, comme quoi l'hydrogène était un vecteur de stockage de l'énergie électrique. Puis ensuite, cette énergie chargeait les véhicules pour pouvoir avoir une activité de distribution
quotidienne. Cette infrastructure que vous voyez ici a été dupliquée sur 2 sites en Franche-Comté pour faire travailler 2 fois 5 véhicules. Alors, nous avons voulu, bien sûr, au-delà de l'expérimentation, essayer de modéliser en amont, pendant et après le fonctionnement de cette infrastructure. Et j'ai voulu ici vous montrer un petit peu un certain nombre de, d'outils de mesure de performance que nous avons mis en place, sachant que cette liste n'est pas exhaustive. Nous avons voulu à la fois mettre en place des outils qui permettaient de gérer l'infrastructure de production d'énergie électrique, de production d'hydrogène et de stockage d'hydrogène, parce que c'est un processus industriel complet et que pour pouvoir le mettre à disposition dans des capacités suffisantes pour recharger les véhicules de tournée, il fallait que nous soyons capables de le contrôler. Donc, vous voyez tous les indicateurs qui sont là. Un autre slide que j'aurais pu vous présenter, mais qui aurait surchargé, nous avions exactement les mêmes outils de mesure de performance sur les véhicules en eux-mêmes, qui permettaient de comprendre comment ces véhicules pouvaient être, si l'usage de ces véhicules était conforme et s'il rentrait dans dans les critères d'utilisation de l'énergie. De la même façon, l'usage des véhicules permettait, par la transmission d'informations à un central, de vérifier que lorsqu'il reviendrait, l'énergie fabriquée et stockée par l'infrastructure permettrait de recharger les véhicules pour qu'ils repartent en tournée le lendemain. Donc nous étions quasiment dans des outils un petit peu prédictifs de l'activité des 2 ou 3 jours suivants chaque journée. Bien sûr, chose extrêmement importante, ce type d'infrastructure dépend et de production d'énergie dépend du temps. Donc les conditions d'installation, les conditions de température influent sur le rendement énergétique de production comme de stockage, comme d'usage des véhicules. Et donc l'ensemble de ces éléments-là doivent être constamment monitorés de manière à assurer, je dirais, un fonctionnement à 100% de ce type d'organisation. Alors, sans rentrer trop dans le détail, parce que je sais que le temps est compté, juste pour vous dire que nous avons lancé ce projet dans nos têtes fin 2008, soumis les dossiers en 2009, et que le projet a été validé par la Communauté européenne en 2010. À partir de là, les fonds ont été débloqués. 2 années d'études et de conception ont été nécessaires, comme vous le voyez, pour avoir sur 2 sites une infrastructure complète de production, stockage et distribution. Il a été nécessaire aussi 2 années pour construire et obtenir l'ensemble des validations réglementaires, car là, nous dupliquions les difficultés qui étaient à la fois de la construction d'une infrastructure et en même temps de véhicules à hydrogène circulant sur la route. Je vous rappelle, aujourd'hui, vous allez me dire « Ah, il y a plein de véhicules hydrogène qui circulent sur la route. » Oui, sauf qu'en 2008-2009, il n'y en avait aucun, sinon, très peu, sinon aucun. Et donc, il a fallu quand même, outre le fait d'obtenir les accréditations, les validations réglementaires, il a fallu aussi faire preuve de beaucoup de pédagogie pour que les collectivités, les acteurs publics, les acteurs, je dirais, du proche environnement de cette plateforme industrielle acceptent que nous puissions monter ces travaux d'expérimentation et qui, j'espère, je dirais, auront défriché la route et auront supprimé pas mal de peurs auprès des acteurs qui peuvent nous environnement. Et puis, 3 années d'exploitation, 2015-2018, complètes, qui ont été assez fructueuses. D'abord, à vous dire aussi que la solution technique a peut-être été pensée sur une période assez longue. Elle a été construite quasiment au total sur 4 ans, mais elle n'a jamais connu de problème majeur sur 4 ans. 98% de disponibilité. Elle a eu les 2% de disponibilité. On n'a jamais eu d'incident majeur. Les 2% d'indisponibilité ont été, étaient dus
au fait qu'à certaines fois, l'installation était arrêtée pour pouvoir mettre en place des mesures de maintenance. Justement, la maintenance sur ce type d'infrastructure, qui, comme vous le voyez, est quand même assez complexe, a du fait aussi que c'était des prototypes, avaient des coûts de maintenance élevés. Je rappelle aussi qu'à des fréquences définies par la réglementation, les validations réglementaires sont aussi nécessaires et donc il faut refaire les dossiers d'accréditation. Je sais qu'un certain nombre de sujets ont évolué et permettent maintenant d'alléger un petit peu les contrôles, mais à l'époque, ça n'était pas le cas et nous voulions être certains qu'il n'y ait aucune interdiction de fonctionnement de la part des autorités compétentes. Alors, pourquoi avoir arrêté en 2018 ? Parce que vous me dites, il n'y a pas de raison d'arrêter ce type d'infrastructure. Alors en fait, cette infrastructure, elle vit toujours, elle existe toujours, elle produit toujours de l'électricité, mais elle ne produit plus d'hydrogène pour charger les véhicules. Pourquoi ? Parce que les véhicules sont arrivés en fin de vie en 2018. Les 2x5 véhicules avaient atteint leur kilométrage et leur durée de vie au sein de notre flotte. Et en fait, quand a été posée la question de savoir comment nous pourrions changer les véhicules, il n'en existait pas sur le marché compatible et le coût de reconstruction de véhicules sans industrialisation massive était hors de prix. Le deuxième point aussi très important, et le groupe La Poste avait fait des efforts extrêmement, et continue de faire des efforts extrêmement importants de transformation de sa flotte pour faire en sorte que sa flotte devienne de plus en plus vertueuse. Et nous avions des projets, nous avons toujours des projets importants d'électrification de notre flotte. Et il faut bien le dire que les progrès des batteries, l'augmentation de l'autonomie, la capacité aussi à pouvoir les recharger de manière plus facilement, puisqu'il y a des infrastructures d'avitaillement beaucoup plus disponibles, et aussi, je dirais, des capacités à pouvoir vivre dans des environnements de chaleur, de géographie de manière beaucoup plus robuste, ont fait que, en fait, le groupe a plutôt, je dirais, confirmé ses investissements dans le développement des véhicules électriques plutôt que la poursuite de ses travaux sur l'hydrogène. Et puis, chose très importante, c'est que le constat sur cette installation, c'est que, comme vous l'avez pu le voir, c'est une installation photovoltaïque, production d'énergie électrique, production d'hydrogène, stockage, puis rechargement, dédié totalement aux véhicules, au chargement des véhicules et à leur réalisation opérationnelle. Il n'avait pas été pensé à l'époque de principe d'autoproduction et d'autoconsommation globale pour le site, si bien qu'en fait on vivait et on vit toujours avec deux infrastructures distinctes. Ça a pris beaucoup au groupe, c'est-à-dire qu'il s'est dit que si plus tard il penchait sur des investissements afin de pouvoir produire sa propre énergie, il fallait non pas qu'il s'arrête au niveau de l'infrastructure d'avitaillement de véhicules pour ces tournées, mais qu'il fallait qu'il englobe la gestion énergétique d'un site, incluant la partie bâtimentaire et la partie de la flotte. Voilà. L'autre point aussi, et conclusion que je ne mets pas là parce que c'est encore en débat, mais je pense que je peux émettre cette hypothèse, c'est que, et c'est une conviction personnelle, je dirais, les véhicules électriques, c'est un peu lent, mais gagnent tous les jours dans la gamme des véhicules industriels. Cependant, lorsqu'on parle de longue distance ou de lourde charge ou d'éléments combinés, le véhicule électrique n'est pas disponible. Bien sûr, des solutions type GNV commencent à apparaître, des hybridations et d'autres solutions, mais lorsque l'on regarde les rendements énergétiques, se poser la question de savoir si l'hydrogène ne serait pas utilisable plutôt sur les longues distances ou pour le transport de lourdes charges aurait une efficience bien plus intéressante que d'être utilisé pour des tournées de distribution de petites charges et sur des faibles distances, comme nous l'avons fait ici lors de notre expérimentation européenne.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la présentation. Ok, Frédéric. Je voulais vous présenter et je suis ouvert aux questions par la suite en fonction des besoins. Alors, justement, tu me passes un parfait relais. Je vous rappelle que pour poser vos questions, vous passez par le petit onglet Conversation directement dans l'outil Teams. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir joué le jeu et d'avoir respecté le timing. Pour les questions, on les reprendra toutes à la fin. Je vois qu'elles commencent à arriver, donc pas de problème. Je passe la main immédiatement à Tariel Chanoroy pour DB Schenker. À toi, Tariel. Je recoupe ma vidéo et mon son. Parfait, merci bien Frédéric. Eh bien, on fait la transition effectivement. J'espère que tout le monde en entend bien. Et je pense qu'on va pouvoir donner suite effectivement aux expérimentations très avancées finalement de la Poste. Quelques mots d'abord sur qui je suis, même si j'ai été introduit. Donc, j'ai le rôle de directeur du RSE pour l'organisation DB Schenker au niveau France et Maghreb. J'assume la présidence de la commission développement durable de l'Union TLF et la vice-présidence donc par voie de ricochet du CLECAT, donc l'Union des transporteurs au niveau européen. Et mon histoire est plutôt liée au transport de marchandises routières au niveau européen. Deux mots sur DB Schenker, même si c'est peut-être pas tout à fait la peine, mais une organisation donc mondiale avec à peu près 2000 agences sur un territoire mondial, de 76 000 collaborateurs dans le monde, transporteurs, commissionnaires de transport et donc néanmoins grands producteurs d'émissions de CO2 puisque 95% de nos émissions sont quand même faites en commission de transport, ce qui constitue finalement un de nos enjeux majeurs sur lequel nous avons entrepris un certain nombre d'actions. Alors, j'ancre le sujet pour planter le décor au niveau de l'Union européenne, donc avec cet objectif de la directive de neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est quand même ça qui pousse finalement des organisations comme les nôtres à œuvrer en la matière. On voit effectivement que les tendances de réduction des émissions de CO2 avec cet objectif à moins 50% sont en décroissance dans un certain nombre d'industries. Néanmoins, si on regarde la petite figure en haut à droite, les émissions de gaz à effet de serre dans le monde du transport et dans le monde de la mobilité en général sont plutôt en croissance si on n'a pas des crises. Des crises comme en 2008, où on voit ce fléchissement, ou des crises telles qu'on la vit maintenant, je dirais même catastrophe, où finalement la diminution de la consommation entraîne une diminution des transports et fait que naturellement nous avons un impact négatif sur les émissions. Donc c'est bien effectivement un travail de sourcer les bonnes énergies qui va nous incomber pour pouvoir continuer à transporter et néanmoins diminuer les impacts négatifs tant en termes de CO2 que de polluants. Au niveau français, eh bien, déclinaison européenne. Donc, le gouvernement français, par le ministère de la Transition écologique, a lancé un contrat de transition énergétique qui permet finalement d'aller sourcer et de décider quelles seront les bonnes énergies. On parle de mix énergétique, mais quand on dit mix énergétique, faut-il encore savoir quelle est l'énergie qui est la plus intéressante pour décarboner et dépolluer la chaîne de transport. Même si en ce moment nous vivons un moment très très particulier et où un certain nombre de projets sont mis en attente, les annonces faites par Madame Borne récemment, dans les Échos, encore le 23 avril, dit qu'on va garder le cap sur la question de transition énergétique malgré ce que l'on peut vivre en ce moment. Donc je crois que là, on est dans une continuité et que même si la relance sera compliquée, les enjeux environnementaux resteront bien présents et ça, je pense qu'il faut en être très conscient. Alors, on rentre un peu sur le cœur du sujet et Frédéric a bien évoqué le sujet, la question de la disponibilité des technologies. Moi, j'ai découpé là ici les solutions sur l'hypercentre, l'urbain, le régional et les longues distances. Et donc, on rentre là déjà dans les questions de cas d'usage. Même si effectivement déjà sur l'hypercentre, on voit l'avènement de solutions en électrique, déjà à court terme et donc évidemment à moyen terme et long terme, des vulles électriques ou des vélos électriques sont des outils qui existent et qu'on commence à déployer sur un certain nombre de nos organisations, dont la nôtre, avec aujourd'hui des camions électriques, des vulles et puis des triporteurs électriques qui permettent de porter des masses assez importantes
Pour rappel, on fait pratiquement 1% de nos volumes sont aujourd'hui opérés en livraison vélo. On voit aussi l'avènement donc de véhicules un peu plus importants, entre 3 tonnes et 7 tonnes 5, qui commencent à pointer leur nez sur la partie électrique. Et puis donc des carburants alternatifs aussi, donc évidemment le gasoil qui se verdit, B7, c'est celui qu'on utilise, B10, B30, et pourquoi pas aussi B100, puisqu'il y a des expérimentations et des véhicules qui tournent aujourd'hui avec des énergies de la sorte. Et idem pour la partie gaz avec le GNV et le gaz de méthanisation, donc le bio-GNV. Et c'est là effectivement que se pose la question de la pertinence de l'hydrogène pour des rotations relativement courtes et l'intérêt de l'hydrogène. Et c'est pour ça que je mets cette petite astérix sur le cas d'usage spécifique. Et donc on voit par exemple que des camions poubelles qui portent des poids importants ont un intérêt en termes énergétiques d'aller vers de l'hydrogène, quand peut-être effectivement de la courte distance avec des petits véhicules est moins probant. Là où on est plutôt clair, c'est qu'effectivement, la longue distance, donc le régional et la très longue distance entre villes, là, voit vraiment l'intérêt de l'hydrogène. Et donc, on voit effectivement un certain nombre d'acteurs, dont Nikola Motor et d'autres acteurs Daimler et Mercedes, qui s'engagent effectivement dans la production de ce type de véhicule, aujourd'hui à un stade d'expérimentation, si on peut dire. Donc voilà, ça cartographie un petit peu les disponibilités en termes de technologie. Ce qu'il faut aussi prendre en considération, c'est l'évolution législative, puisque on a donc au niveau France, en 2040, décidé de l'arrêt du diesel et du GNV, donc en termes de motorisation thermique, néanmoins pas sur les motorisations liées à la biomasse. Donc de la combustion sera toujours possible. Néanmoins, on pousse quand même les industriels à réfléchir à l'électrique et donc l'hydrogène aussi avec la pile à combustible tel que ça nous a été décrit par Urbi et par Frédéric il y a un instant. Donc, et là, une notion importante, c'est que nous ne sommes pas alignés au niveau européen puisque les producteurs de véhicules que sont les Allemands, les Hollandais et les Suédois ont des dates d'arrivée ou d'arrêt de ce style de véhicule déjà en 2030 ou 2025. Ce qui fait que le sourcing de ces véhicules que nous pourrions opérer va s'arrêter probablement plus tôt que ce que nous envisageons avec la réglementation française en 2040. Ensuite, il faut incorporer tout ça, effectivement, tout le cadre législatif avec la création des zones à faible émission qui vient aussi contraindre l'utilisation des véhicules gasoil et donc l'intérêt d'aller vers d'autres types d'énergie dont l'hydrogène peut être effectivement un vecteur intéressant, même si on verra l'avènement d'un diesel Euro 6 dernière génération probablement en 2025. Donc voilà, ça donne un contexte effectivement européen assez complexe à maîtriser, mais qui fait que eh bien, il y a une place effectivement pour l'hydrogène. Alors, on l'a peu évoqué, mais je voulais faire un petit encart quand même sur les différents types d'hydrogène. La classification de couleurs n'est pas officielle, mais néanmoins, on parle quand même d'un hydrogène vert, hein, et ça a été évoqué donc, dans ce qui a été présenté par Urbi, l'électrolyse de l'eau avec de l'électricité issue d'énergie renouvelable. On a aujourd'hui une expérimentation qui va voir le jour sur les côtes vendéennes avec la société Life, qui va produire effectivement de l'énergie, de l'hydrogène issu totalement de sources renouvelables, mais on a aussi d'autres hydrogènes, donc l'hydrogène bleu, gris, brun ou noir, qui sont pas aussi vertueux que celui qu'on essaiera de mettre en place. Donc je pense qu'il faut bien distinguer ça. Concernant ensuite les externalités négatives que l'on peut rencontrer en fonction des types d'énergie, eh bien on va avoir un certain nombre, et là, alors c'est les grandes fourchettes, et les petits plus et les petits moins de ce tableau sont très difficiles à élaborer, mais néanmoins, ce qu'on peut constater, et ça donne un peu le reflet de ce qui a été dit, évidemment, les notions de batterie et d'hydrogène ont des nuisances sur la partie gaz à effet de serre, sur les particules, les NOx, le bruit
clairement moins important que la base 100 qui est le gasoil. Néanmoins, on a un enjeu majeur qui est lié au coût de la production d'hydrogène, au coût des véhicules, et des véhicules qui n'existent pratiquement pas non plus dans ce qui nous servirait à opérer, et puis ce petit moins aussi sur la notion de terres rares pour la construction et le recyclage des batteries. Donc voilà, ça c'est des éléments qu'il faut aussi tenir en compte pour pousser cette filière hydrogène, même si les voyants, effectivement, sont plutôt verts sur l'ensemble des externalités négatives qu'on peut constater. Alors, comment est-ce qu'on voit la mutation du parc? Eh bien, sur un schéma qui donne la longue distance, encore une fois, et puis le court terme au long terme, on voit effectivement que l'activité est à 95% constituée aujourd'hui de diesel. On voit effectivement l'avènement très clairement du GNV qui doucement mute vers le bio-GNV et qui aura certainement une place, la méthanisation étant effectivement un élément plutôt bénéfique. On aura, et certains pays rentrent, et chez nous, Schenker, effectivement, les pays nordiques font l'utilisation de biodiesel, B100 et carburant de synthèse, et puis ce moteur électrique qui est la porte ouverte effectivement à une décarbonation et un arrêt des particules locales, j'entends, doucement est en capacité effectivement d'intégrer de l'hydrogène qui existe aujourd'hui, donc l'hydrogène gris, et petit à petit de rentrer et de prendre en compte l'utilisation d'hydrogène vert. Donc voilà, quelque part, le dessin, le schéma que l'on pourrait imaginer à terme, l'objectif étant pour nous de faire des expérimentations à grandeur nature, c'est-à-dire de mettre en place et de pouvoir perdurer dans un certain nombre de cas d'usage. Et c'est le cas effectivement sur des véhicules électriques, sur les vélos cargo, je pense que j'en ai parlé assez souvent, mais aussi l'expérimentation autour de véhicules hydrogène en faisant des alliances qui permettraient de pouvoir générer tout ça. Attention au timing, Tarial, c'est pas bien. Oui, c'est bon, là, j'arrive à la fin, merci. Alors le contexte, effectivement, donc aujourd'hui, pas de solution commercialisée, pas d'infrastructure de distribution et d'avitaillement, mais néanmoins des gains importants. Pour les constructeurs, de passer du prototype à la série. Pour nous, les chargeurs et les logisticiens, c'est d'investir dans ces technologies. Et puis, les fournisseurs d'énergie, effectivement, d'aller vers ce type d'énergie. Quant à l'État, lui, on a un rôle, effectivement, vis-à-vis de l'État, c'est de le guider et qu'il puisse mettre en place les aides qui vont contribuer à pouvoir pousser cette filière. Voilà, donc Schenker, on s'engage effectivement avec Hydrogène Europe au niveau européen, et puis on trouve des accords effectivement avec un certain nombre de constructeurs de véhicules pour pouvoir sourcer les bons véhicules. Et donc on va poursuivre cette initiative pour faire plutôt de la longue distance, et c'est ça notre objet. Donc des fois, quand on ne sait pas que c'est impossible, alors on le fait. C'est une citation que je trouve intéressante de la part de Mark Twain. Merci bien à vous. Merci beaucoup, Tarial. Oui, on l'utilise souvent, celle-ci, on est bien d'accord. Alors, pour faire le dernier pas sur ce monde de l'hydrogène, il y a un énorme enjeu autour des infrastructures de bâtiments. Et pour le coup, j'ai demandé à Marc Exposito de nous présenter la vision de GSE sur ce sujet-là, parce qu'il y a un grand lien entre l'usage des véhicules et l'usage des toitures. On a parlé tout à l'heure avec de cellules photovoltaïques avec Frédéric. Donc, le pont à Marc. Marc, c'est à toi. Bonjour. Alors effectivement, moi je vais vous parler un petit peu du potentiel que représentent les bâtiments logistiques et particulièrement leur toiture dans ce rôle d'infrastructure, puisque c'est un des problèmes de l'hydrogène, c'est de pouvoir le produire. Et en fait, on commencera d'abord par le fait que tout constructeur de bâtiments logistiques a bien conscience depuis très peu de temps, puisque ça date de novembre 2019 avec la loi énergie-climat, que les bâtiments logistiques font partie de cette catégorie dont la loi impose au moins l'installation d'au moins 30% de leur surface de toiture en panneaux photovoltaïques ou en système de végétalisation. Et la rentabilité, évidemment, va pousser énormément vers la production d'énergie renouvelable. Donc, ça devient finalement une obligation légale de mettre beaucoup de panneaux solaires sur les toitures d'entrepôts.
Pourtant, si on regarde cette source de l'OID en 2018, les bâtiments logistiques ne sont pas réellement les bâtiments les plus énergivores parmi le spectre des bâtiments tertiaires. Ce qu'on peut retenir, c'est ce 245 kWh énergie primaire par mètre carré par an que consomment les bâtiments logistiques. C'est plutôt moins que tout ce qui est bureau ou évidemment grande surface alimentaire. Mais ce n'est même pas suffisant. En réalité, quand on regarde les bâtiments logistiques, il y en a réellement 3 typologies qui n'ont pas du tout les mêmes ordres de grandeur de consommation. Il y a évidemment les entrepôts qui sont chauffés. Alors, quand je dis chauffé, ça veut dire hors gel, ça veut dire du gaz et généralement bien en dessous de 12 degrés. Des entrepôts qui vont être climatisés, puis des entrepôts évidemment froids. Chez GSE, si on regarde les surfaces que l'on a construites d'entrepôts entre 2016 et 2020, on voit que 80% des surfaces d'entrepôts sont des entrepôts dits secs, c'est-à-dire qu'ils vont être plutôt autour des 100-150 kWh énergie primaire par mètre carré par an. 8% des surfaces d'entrepôts sont des entrepôts climatisés, et puis 12% sont des entrepôts froids. Alors on distingue le froid positif et le froid négatif. Et si on regarde par rapport à cette consommation, la production photovoltaïque potentielle, la réglementation, la loi énergie-climat qui vise à mettre 30% de la toiture, on se retrouve déjà au niveau de la production correspond à la consommation de 80% des bâtiments. Si on va remplir la toiture, on va monter vers ces 250, et puis on peut même rajouter un peu d'ombrière et pourquoi pas des centrales au sol, puisqu'il y a des espaces verts disponibles autour des entrepôts. Et donc, la principale chose à retenir, c'est que dans 90% des cas, les bâtiments logistiques vont en fait avoir des toitures photovoltaïques qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en ont besoin. La deuxième chose, c'est que ça ne suffit pas de produire plus, il faut même regarder les capacités d'autoconsommation électrique. Alors, c'est quoi l'autoconsommation? C'est le fait que quand vous avez un bâtiment, vous avez une courbe de consommation, ici en bleu, et puis vous avez une courbe de production. Et elles ne sont pas tout à fait ajustées, puisqu'on consomme à peu près régulièrement toute la journée, y compris la nuit, et qu'on produit surtout la journée à midi et pas du tout le soir. Si on regarde une consommation réelle de type des 80% d'entrepôts, en tout cas que l'on construit en France, c'est-à-dire des entrepôts secs, finalement, les grosses parts de consommation sont une partie de gaz pour chauffer, et puis une partie éclairage, les charges de chariot et également, il y a quand même des bureaux en général à côté qu'on chauffe et qu'on climatise. Et si vous regardez, il n'y a qu'une petite partie, en fait moins de 50%, qui est réellement accessible à l'autoconsommation, puisqu'on éclaire surtout la nuit, puisqu'on chauffe surtout l'hiver et en plus au gaz. Donc sans stockage, les toitures photovoltaïques, et ça c'est vraiment une conviction qu'on a parce qu'on le regarde de plus en plus, elles ne peuvent pas dépasser les 50% de couverture du besoin. Pour ceux qui connaissent le photovoltaïque, on appelle ça le taux d'autoproduction. Et elles doivent toujours trouver un débouché pour plus de 80% de l'énergie produite, c'est-à-dire cette partie jaune représente 80% de la centrale. C'est le taux d'autoconsommation qui est très faible. Et pour y remédier, évidemment, la seule solution, c'est d'aller vers des moyens de stockage, ou alors, évidemment, ce qui existe aujourd'hui, la revente. Donc juste pour donner un exemple, les entrepôts secs, donc 80% des entrepôts que nous construisons en France vont être capables d'autoconsommer 4% de leur toiture et ils ont l'obligation d'en installer 30%. Donc quelle solution de stockage il faut pour les entrepôts? La première solution normale qu'on a tendance à vouloir, c'est les batteries. Mais malheureusement, les batteries, elles ont quelques soucis. La première chose, c'est que les batteries sont des très bons moyens de stockage. Je passe la qualité environnementale des batteries, mais les batteries, elles stockent en général sur des très courtes durées, donc au mieux du jour pour la nuit. Et on a besoin, pour améliorer nos stockages, de pouvoir stocker de l'été pour l'hiver, en fait. Donc même avec ces grandes quantités de batteries, et on a fait tourner les simulations, nous, vous allez passer de ce 50% d'autoproduction à 75%, mais vous ne monterez pas à 100%, et il restera toujours une partie non négligeable, au moins 25% de votre production qui ne pourra pas être consommée dans le bâtiment. En gros, on ne peut pas consommer la totalité de tout ce qu'on produit en été. Et c'est là que l'hydrogène prend probablement un sens important au niveau de ces infrastructures parce qu'ils ont une double opportunité. D'abord, l'hydrogène, c'est la potentialité de stocker sur des longues durées. Je ne refais pas le schéma du Orbi, donc je ne vais pas vous expliquer la pile à combustible, mais le principe, c'est que l'hydrogène est un moyen de stockage de cette électricité, un moyen de stockage long terme. En réalité, plutôt avec des rendements qui deviennent très bons. On peut dépasser 85% aujourd'hui de rendement de conversion d'électricité en hydrogène.
et avoir des durées qui sont quasi illimitées. On a même la possibilité d'ailleurs de faire fonctionner les piles à l'envers avec la possibilité de régénérer cette électricité dans l'autre sens. Là, les rendements sont un peu moins bons, mais la nouvelle intéressante pour le bâtiment, c'est que les pertes sont sous forme de chaleur. Et une perte sous forme de chaleur, le bâtiment a besoin de chaleur, en tout cas en hiver, et ça peut être une solution pour améliorer ses rendements. Mais la deuxième opportunité de l'hydrogène, c'est évidemment de pouvoir faire quelque chose de cet hydrogène stocké. Et pour un bâtiment logistique, c'est quand même une très très bonne nouvelle de pouvoir fournir de l'hydrogène qui est non seulement 100% renouvelable, mais qui est en plus en circuit court, et de le fournir à la chaîne logistique qui a ce besoin de toute façon d'améliorer sa qualité environnementale. On peut aussi imaginer vendre le surplus d'hydrogène ailleurs. On peut notamment dans les situation transitoire, tant qu'il n'y a pas assez de camions à hydrogène. L'hydrogène, c'est un besoin dans un certain nombre de filières industrielles et c'est tout à fait possible de le revendre. Donc, fort de ces deux constats, on se dit qu'en tout cas, chez GSE, on a vraiment comme objectif de créer finalement avec ces entrepôts des zones de stations carburant hydrogène renouvelables, locales et réintroduites dans la chaîne de la supply chain. Évidemment, la technologie, on vous l'a montré, elle existe. Les tests ont été faits. Urbi était là pour nous le dire. La problématique, elle est sur le modèle économique. Alors, j'ai essayé de regarder un petit peu où on en est, où on en serait aujourd'hui avec l'énergie photovoltaïque. La bonne nouvelle, c'est que l'énergie photovoltaïque, notamment sur les entrepôts, aujourd'hui, elle a énormément diminué. Autour de 7 centimes, on parle d'euros hors TVA par kilowattheure électrique produit par une centrale. C'est ce qui se fait aujourd'hui. N'oublions pas que c'était plus de 40 centimes il y a encore 10 ans. Donc, on a divisé d'un facteur 5 à 10 en 10 ans le coût de l'énergie photovoltaïque renouvelable. Et dans l'état actuel de la technologie de piles à combustible, ça nous amène à 30 euros d'électricité pour 100 km de camion, contre à peu près 35 euros aujourd'hui en gasoil. Donc, on voit que ce n'est pas quelque chose qui est exorbitant, mais évidemment, ça ne laisse pas vraiment de quoi encore amortir les stations hydrogène. Il va y avoir encore besoin de réduire les prix et évidemment, en attendant, des subventions qui vont nous permettre de faire monter ça en charge. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, la bonne nouvelle sur ces modèles économiques, c'est qu'on a un facteur 2 à trouver et pas un facteur 10. Et qu'un facteur 2, quand je vois en tout cas sur le solaire photovoltaïque les facteurs 10 qui ont été trouvés en 10 ans, je me dis qu'il n'y a pas de raison de ne pas arriver à diminuer d'un facteur 2 ou 3 des coûts au niveau de l'hydrogène. Pour terminer, un ordre de grandeur aussi de ce que représenterait un entrepôt station hydrogène. Je vous ai pris l'entrepôt qu'on construit chez GSE le plus. Un entrepôt en moyenne, c'est 36 000 m² de stockage et de toiture. Si on vient mettre une centrale totale, alors totale, je veux dire toute la toiture, tous les parkings et peut-être un peu plus sur les espaces verts, et qu'on couple ça à une station hydrogène renouvelable, alors on a la possibilité à la fois de créer 1 million de kWh par an, c'est-à-dire la totalité, 100% de sa consommation électrique, et on aura en plus 1 million de kilomètres de camions hydrogène, c'est environ 80 tonnes d'hydrogène, c'est-à-dire la consommation de 30 camions pendant une année. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et qui a une opportunité de fournir finalement cette infrastructure dont auront besoin les gros transporteurs hydrogène demain, à savoir se ravitailler en hydrogène propre. Ok Marc, merci beaucoup pour cette troisième présentation. Donc, en l'occurrence, je vous rappelle que tu travailles dans un groupe qu'on a créé avec David Schenker, en l'occurrence, les gens d'FM Logistique aussi qui sont aujourd'hui dans le webinaire, et un certain nombre d'autres entreprises. On essaie de collaborer tous autour de ce sujet hydrogène depuis un paquet de mois déjà aujourd'hui, hein, donc c'était aussi un petit peu l'origine de ce webinaire. On a eu un certain nombre de questions. J'invite d'ailleurs les deux autres intervenants à rouvrir leur caméra et leur micro, Tariel et Frédéric, si vous êtes toujours avec moi, pour essayer d'y répondre. Des questions qui concernent Frédéric en particulier sur l'autonomie des véhicules hydrogène. Une question sur la logique, est-ce que le couple hydrogène électrique peut remplacer le couple essence diesel? Vu l'expérience que tu as, Frédéric, je te laisse prendre la main sur ces questions-là. Merci.
Ouais, Fabien. L'autonomie des véhicules à hydrogène, en fait, elle dépend essentiellement du réservoir à hydrogène que vous voulez mettre. Excusez-moi de dire ça, mais tout dépend comment dirais-je, à la fois du réservoir et à la fois de la façon dont vous stockez l'hydrogène à l'intérieur. Est-ce que c'est de la basse ou de la haute pression? On va pas rentrer dans des caractéristiques techniques. Tout ça, c'est un ensemble qui doit être agencé avec la pile à combustible, simplement pour dire que des véhicules à hydrogène, le plus petit que nous ayons fait, il avait 30 km d'autonomie. Nous avons travaillé sur des véhicules beaucoup plus lourds avec Renault véhicules industriels, on avait des autonomies de plus de 200 km. Donc tout dépend de la façon dont on dimensionne la chaîne complète. La deuxième question, c'était, pardon. D'après toi, est-ce que la logique hydrogène électrique peut remplacer à terme la logique actuelle essence diesel? Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'il va remplacer. Ce que je sais, c'est qu'elle va être remplacée. Voilà. Maintenant, je ne suis pas devin, je ne travaille pas dans l'art divinatoire ou le marc de café. Je pense qu'il y a aujourd'hui plusieurs pistes, plusieurs canaux, qu'il y a surtout des usages différents et qu'en fonction des usages, eh bien, nous pourrons adapter et utiliser des énergies différentes. Alors, c'est simplement pourquoi? Parce que si vous prenez un plateau sec pour du transport de palettes, il y aura un usage. Si vous mettez un caisson froid, et ce sera un autre usage. Si vous avez des transports, des charges avec des grues, ce sera encore un autre usage. Il y a des besoins énergétiques différents sur un véhicule avec des options de fonctionnement. Donc, de ce fait-là, je crois qu'il y a des usages qui commanderont la typologie, les types d'énergie qu'on utilisera dans le futur, mais qui seront sûrement différents des énergies fossiles que nous utilisons aujourd'hui. L'horizon, on va espérer que ce soit le plus tôt possible. Maintenant, ça dépendra, excusez-moi de dire ça, des conséquences de la crise. Il faut quand même le dire, il va y avoir un impact. C'est peut-être l'occasion, de faire un bond en avant extraordinaire et très positif pour changer radicalement. Il y aura quand même quelques questions économiques. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'horizon peut être assez court. Tout dépend de l'engagement du collectif, des collectivités, des investisseurs à pouvoir faire en sorte que ces projets voient le jour et que l'industrialisation massive soit, comment dirais-je, appuyée par une réglementation qui le permet. Et donc qui s'applique à tous. Tariel, tu veux rebondir un petit peu là-dessus parce que tu as la vision un peu européenne. Oui, je crois que nos collègues allemands, effectivement, dans la stratégie de la poule et de l'œuf, ont investi dans des stations hydrogène et voient effectivement la difficulté de mettre en place des véhicules. Et donc, on a des stations en Allemagne qui ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas les véhicules en place. Et donc, je pense que ça a été bien dit par Frédéric. Il faut que l'ensemble de l'écosystème monte en puissance. Et l'écosystème, cette fois-ci, on passe, et ça a été très bien dit aussi, du bâtiment qui est une charge, qui devient finalement du positif. Le bâtiment est un contributeur demain de l'équilibre. Et donc, entre le bâtiment, les énergéticiens, les constructeurs et les transporteurs chargeurs, tout ça, cet écosystème avec l'État qui doit booster tout ça, doit effectivement permettre de le faire plus ou moins vite. Et effectivement, est-ce qu'on aura les moyens, après cette crise, de pouvoir dynamiser tout ça, de mettre les investissements sur le bon canal? Voilà, je crois que tout l'enjeu est là. On a une question sur les aspects réglementaires, alors qui a été en particulier ciblée pour Frédéric, mais je pense qu'elle concerne un petit peu tout le monde, donc je vais la reprendre de façon un petit peu plus globale. En effet, est-ce que des évolutions réglementaires seraient sujettes à une accélération de ce transfert technologique? Alors, si je peux répondre assez rapidement du fait de mon expérience passée, je ne me rappelle plus exactement les termes et les normes, excusez-moi, mais une chose est certaine, c'est que tout dépend du stockage, de la quantité et le stockage et les conditions de stockage que vous avez. Je me rappelle que pour un stockage, nous avions mis 2 ans à obtenir une validation puisqu'on frôlait avec les critères Céveso et il y avait des conditions de déflagration extrêmement importantes par rapport à l'environnement. Donc, alors que le stockage de l'hydrogène est réalisé de manière industrielle depuis
je ne vais pas dire quasiment l'avant-guerre, juste l'après-guerre, pardon, la Seconde Guerre, mais on produit de l'hydrogène, on le stocke, on le transporte dans les hôpitaux, dans les cœurs de ville, etc. Maintenant, on maîtrise parfaitement toute la chaîne. Il serait peut-être temps. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu d'accident sur l'hydrogène grave ou majeur. Donc, je pense que on doit pouvoir, je dirais, revoir un petit peu les réglementations, ce qui permettrait aussi de diminuer sûrement un certain nombre de redondances attachées à ces réglementations qui augmentent beaucoup le coût de ces technologies, les coûts de stockage, les stations d'avitaillement, par exemple. Il y a une notion effectivement de tonnage sur la classification ICPE, donc de déclaration à autorisation qui se joue à une tonne. Et donc effectivement, moins il y a de contraintes et néanmoins la sécurisation de cette production, et plus effectivement ça peut permettre la mise en place de ce type de production énergétique proche des bâtiments logistiques et de transport. Donc effectivement, la notion réglementaire devrait permettre effectivement, un peu à l'image de ce qui a été fait sur le photovoltaïque, d'accéder à cette production énergétique. On a une remarque de Yannick Buisson de FM Logistique. Merci Yannick pour ta remarque qui disait qu'en effet, les chariots sont aussi un usage potentiel de l'énergie qu'on peut collecter et qui rentre dans ce calcul global. Nous sommes d'accord, Yannick. Une dernière question très rapide. Alors là, je ne pense pas qu'on puisse y répondre. Ouais. Excuse-moi, juste l'usage des forklifts hydrogène existe aux États-Unis depuis plusieurs dizaines d'années et c'est totalement maîtrisé. Donc c'est une chose qui pourrait être facilement, à mon avis, translatée sur le continent européen. Avant de boucler, je ne sais pas si vous pourrez répondre, il y a une question. Avez-vous un exemple de besoin en km/h pour recharger la pile d'un camion roulant à l'hydrogène parcourant une distance Paris-Bruxelles? Combien cela représente-t-il de panneaux solaires? Bon courage, messieurs. Alors, en fait, je m'attendais à cette question. Merci, Marc. Super. Merci. Alors, je vais repartager mon écran parce que c'est toujours plus simple. Mais aujourd'hui, en fait, ce que je vous ai donné comme ordre de grandeur, avec les technologies, 70% de rendement, 50 kWh, 1 kg d'hydrogène, 12 km de camion, je parle, un camion gros porteur, le camion Hyundai notamment. Et 50 kWh, vous me direz c'est combien? 50 kWh, c'est 50 kW pendant 1 heure, et 50 kW en termes de panneaux solaires, ça doit faire, je suis désolé, là j'ai besoin de ma calculatrice. 50 kW divisé par 180, c'est 27 panneaux. Non, oui, si, c'est ça, 27 panneaux aujourd'hui. Non, 27 mètres carrés, pardon. 27 mètres carrés de panneaux. Donc l'ordre de grandeur, il est quand même de se dire que un entrepôt 36 000 mètres carrés, c'est 30 camions toute l'année. C'est peut-être plus parlant. Ouais, intéressant. Ok, bravo Marc d'avoir relevé le défi, parce que là c'était la cerise sur le gâteau pour clôturer. J'avais dit qu'on arrêterait pile avant 16h pour pouvoir basculer, pour ceux qui le souhaitent, sur le webinaire organisé par l'ASLOG que je vais rejoindre également. Je voulais vous remercier à tous. Messieurs les participants, merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Franchement, c'était super. Et merci pour le travail que vous avez fait avec nous. C'était vraiment top. Merci à l'équipe Sprint d'avoir géré. Coralie, Émeric, un grand merci à vous. Merci à tous d'avoir été présents. On a atteint 147 personnes connectées en même temps, ce qui est vraiment super sympa sur un sujet comme celui-ci. Je vous invite, pour le coup, c'est moi qui vais reprendre la main 2 secondes. Je vous invite à vous connecter sur les réseaux sociaux si vous voulez voir les prochains sujets que nous traiterons. Il va y avoir des sujets liés à la Smart Supply et en particulier à la connexion des systèmes. Donc on communiquera sur les réseaux sociaux dans les jours qui viennent autour de ça. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, et pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous au webinaire de l'ASLOG. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.